On est à faire la réfection du quai de Percé. À nos débuts de travaux, on est venu démolir une partie du quai. C'est un quai de pale-planche recouvert d'une dalle de béton avec des chasse-roues de béton. Fait qu'on est venu démolir tout le béton. On a regardé, si on veut, le squelette du quai. Fait que toutes les pale-planches ont été gardées, là, sauf une partie au coin, vu la surlargeur du quai. Puis là, on est à faire un enrochement, puis aussi des encaissements de bois qu'on vient mettre par-dessus pour venir faire, si tu veux, comme une surface là, au niveau final de l'enrochement. Quand on planifie notre projet, on se fie à la météo, on check dans quelle période de l'année ça va se réaliser. Souvent, les quais, c'est en hiver, automne, quand il n'y a pas de pêche. Souvent, tu es exposé aux intempéries, les vagues, le vent, que ce soit le soleil, la neige, la pluie. Combien de temps qu'on va perdre pour des tempêtes, les grosses marées, tout ça vient en ligne de compte. On peut remonter à la fin des années 70, début des années 80, pour voir un laisser-aller général. Puis bon, quand un quai est bien construit, bien, ça prend un certain temps avant qu'il se dégrade, puis qu'il donne des signes d'abandon, on pourrait dire. Mais on a vu au cours de la dernière décennie, puis même un peu plus, la situation se détériorer, mais vraiment rapidement. Le sous-investissement pendant 30 ans, là, il a vraiment rentré très fort. Les conséquences sont vraiment très, très visibles. Puis on a assisté à des fermetures de quais. La plupart du temps, c'est des appels d'offres publics. C'est des quais privés, il n'a pas bien à gaspiller. C'est des appels d'offres publics qu'on attend. Puis on entend parler de pêche océan ou de Travaux publics Canada, peu importe, le donneur d'ordre qui va donner un contrat. Fait que quand l'appel d'offres sort, on fait venir les plans, puis là, on regarde la job. On regarde quel genre de travaux que c'est, comment c'est positionné. Puis, vu que c'est des travaux, on est ici à côté de la mer en mer, les risques. Quel risque on va prendre sur ce job-là? Parce que il y a des quais qui c'est facile à faire, mais des quais qui sont difficiles à faire. À cause des marées, à cause des vents, à cause des tempêtes, on peut perdre l'ouvrage dans une tempête, puis ce que tu as fait pendant 2 semaines, tu l'as tout perdu parce que tu n'as pas réussi à te protéger comme il faut. Fait que c'est un peu ça comme entrepreneur qu'on garde. Après ça, on m'a dit, mais regarde, on va dessus, c'est une belle job, on pense qu'on est capable de remporter cette soumission-là, mais là, on calcule la soumission comme les plans sont faits, puis les méthodes de travail, mais là, il faut, sans dire les inventer, mais c'est pas le faire sur les documents, de la façon que tu dois faire ton quai. C'est ta méthode, il y a des normes, il y a des choses à respecter, des séquences de travaux à respecter, mais la méthode, la plupart du temps, t'appartient. Tu développes tes propres techniques en fonction du risque que tu veux prendre. Pour faire les travaux, faut déterminer les méthodes de travail, les équipements nécessaires, la main-d'œuvre nécessaire. Fait que comme exemple, ici, c'est un enrochement du quai existant, plus un prolongement du nouveau quai vers le Rocher Percé. Il y a beaucoup d'enrochements sous l'eau qu'on ne voit pas, là, mais il y a une grosse partie de la job, c'est sous l'eau. Donc, il faut travailler avec les marées,
les vents, les vagues. Ça prend l'équipement spécialisé pour le réaliser. Les normes sont toutes les appels d'offres. On a des normes environnementales à respecter. On travaille dans des fonds marins. Les secteurs sont déterminés. C'est sûr qu'on ne peut pas creuser dans la mer et laisser des sédiments partir pour le large. Il y a de la protection à faire. Ça, lors de la démolition, surtout, il a fallu installer des rideaux puis des boudins afin de limiter des matériaux de démolition tels que bois, béton. Aussi, quand on excave au fond marin, il y a des sédiments. Fait qu'il faut installer un rideau pour contrôler les sédiments, justement, pour protéger de l'environnement. Il y a des normes assez sévères pour l'environnement. C'est normal. En premier lieu, on avait la démolition à faire pour venir chercher les niveaux requis. Ensuite, on fait l'enrochement. L'enrochement consiste aussi en 3 étapes. Vu les 3 couches de l'enrochement, on vient placer du tout venant, ce qui est de la pierre de 0 à 300 mm. Cette pierre-là vient faire un peu le noyau de l'enrochement. Ensuite, on vient mettre une pierre filtre. C'est une pierre de plus petit calibre qu'on vient recouvrir de tout venant. Ensuite, on vient mettre la grosse pierre de carapace par-dessus. Puis c'est ce qu'on voit, les seuls matériaux qu'on voit apparents de l'enrochement restent la pierre de carapace. C'est les anciennes pales-planches du quai qu'on doit rester là. C'est en fait le squelette qu'on vient bâtir par-dessus. C'est des pales-planches qui ont été enfoncées anciennement, puis c'est relié par des tirants. Fait que comme ça, la pale-planche est soutenue. Ici, il y avait un vieux quai, puis il n'y avait plus de capacité portante. Fait qu'avec un ingénieur, il a fallu qu'on détermine une méthode de travail sécuritaire pour pouvoir justement démolir une partie de l'ancien quai. Il y a une autre partie qui reste en place. Puis il aurait fallu suivre des étapes que l'ingénieur nous a données afin d'être sécuritaire, afin de se rendre au bout du vieux quai, puis faire le prolongement du nouveau quai. De l'ancien quai, on a 170 mètres, si je me souviens bien. Puis la nouvelle section qui a été ajoutée a autour de 60 mètres. Dans le fond, le niveau qu'on voit au bout, là, ça a été une nouvelle section qui a été ajoutée comme de brise-lames. Ce qu'on voit là, c'est le niveau final. On s'en vient avec ce niveau-là une bonne partie. Puis environ peut-être à moitié, là, on a une baisseur qui va venir s'établir, si tu veux. Puis ensuite, on vient se marier avec l'entrée du quai. Il y a ceux-là qu'on a dû mettre temporairement pour les pêcheurs parce que c'était demandé au contrat qu'il y ait une place où venir décharger leur stock puis venir s'accoster. Ça fait qu'en avançant les travaux, bien, moi, je pose des blocs d'ancrage de béton que je viens mettre aussi un bras de levier dessus. Le bras de levier, lui, avec l'effet des marées, bien, va venir stabiliser tout le temps les pontons puis
on va être capable, justement, avec la différente élévation des marées, de garder nos pontons sur place. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans les techniques de construction? Les outils et les GPS qu'on a sur les équipements, puis après ça, à Percé, on fait des kits de bois avec les équipements qu'on a pour travailler le bois, parce que c'est beaucoup des pièces encastrées de bois avec des ancrages. Il y a des outils qui sont rendus très performants. Fait que c'est sûr que ça a changé avec les années. Puis après ça, l'habilité des gars puis les méthodes de travail ont évolué. Ça fait que plus t'en fais, bien, plus t'es performant. Nous autres, on a bâti plusieurs quais. On a commencé à Anse-à-Beaufils avec un petit projet de 400 000 $. Ensuite, on a fait 2 quais, une à la suite de l'autre aux îles de la Madeleine, à Étang-du-Nord puis Grande-Entrée. Ensuite, on a fait Anse-à-Brillant, en Gaspésie. Puis maintenant, on est à Percé. Puis après ça, on a Rivière-au-Nord qui s'en vient. Puis on a un autre à faire cet été aussi à l'île d'Entrée. Quand on soumissionne, on détermine un échéancier qui va déterminer combien de temps qu'on va être au chantier, combien de monde que ça va prendre pour combien de temps, les machineries que ça va prendre, puis pour combien de temps. Après ça, il faut déterminer la méthode de travail. Ici, il y avait des cages de bois à bâtir. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Il a fallu trouver des terrains pour les bâtir. Présentement, on se situe sur le terrain où on entrepose les encaissements de bois. En premier lieu, on les préfabrique. Ensuite, quand on atteint le niveau qu'on désire, on vient les entreposer temporairement là, sur le terrain. Ensuite, chaque cage a sa dimension, a sa propriété, si on peut dire. Fait que plus on avance dans le projet, on vient chercher les encaissements, puis on les met sur place, là, puis on finit niveau final là, vraiment sur place. Des cages comme ça, on les fait flotter sur l'eau, on les remplit de roches, puis en les remplissant, ils vont caler puis ils vont prendre leur place. Les plus grosses qu'on voit là, on a estimé que ça peut peser autour peut-être de 14 à 15 tonnes. Là. Suite au dynamitage en carrière, on doit faire le tri des pierres. Il faut comprendre qu'il sort là, à peu près tous les calibres. Là. Suite à un blast, c'est sûr qu'on vise à aller chercher le plus gros. Mais du lot de dynamitage peut avoir de la plus petite pierre, puis ça varie jusqu'à des pierres de 9 tonnes. Fait qu'on fait un tri en carrière, on les classe selon les catégories de pierres qu'on doit avoir au chantier. Puis ensuite, on les pèse, on les numérote pour qu'ils soient identifiés pour quand ils soient au chantier, qu'ils soient retraçables. Au niveau de la pierre de carapace, j'ai de la 3 à 5 tonnes. J'ai de la 4 à 6 tonnes, de la 5 à 8 tonnes et de la 6 à 9 tonnes. C'est du calcaire, présentement, qu'on peut voir derrière nous autres de la carrière de Grande-Rivière. Suite au dynamitage, ils prennent leur forme, mais j'ai quand même des critères à respecter. Une certaine forme, si on peut dire. Je ne peux pas avoir une pierre qui est plate et allongée. Là. On doit avoir une pierre qui est globalement là, assez angulaire et ronde. Je ne peux pas avoir une pierre qui est extrêmement lourde, qui est extrêmement longue, mais qui est peu épaisse. C'est pas accepté. Mais à ce moment, on s'affaire à faire l'enrochement final, si on peut dire, là, parce qu'on ne peut pas faire à 100 l'enrochement. On doit venir mettre nos encaissements de bois. Ensuite, quand les encaissements sont terminés, on vient finir l'enrochement. On peut dire qu'on vient noyer l'encaissement. On vient relier les pentes jusqu'au niveau final là, de l'encaissement.
Il y a des normes d'installation, là. Il y a des hauteurs à respecter puis des vides à respecter entre les roches. Là. Fait que, il y a une façon de les installer pour que ça se tienne. C'est pas vertical. Souvent, ça a une pente de 1 dans 1 jusqu'à 1,5 dans 1. C'est-à-dire qu'ici, mettons qu'on a 9 mètres de haut d'enrochement, on peut avoir jusqu'à environ 15-16 mètres de large à partir du quai, le bas de l'enrochement. Il y a des critères au niveau de la pose. On doit pas les poser n'importe comment. Il y a une hauteur de chute qui doit être respectée. Puis aussi, le but est de venir comme solidifier les pierres, venir de façon angulaire pour que s'il y a une vague, il n'y ait pas de glissement. Donc, on essaye un peu de les placer de façon à ce que la durée de l'enrochement dure. Puis nous, on a aussi des critères de hauteur à respecter. L'appel est muni d'un système GPS. L'opérateur, lui, dans son écran, il voit comme des lignes de référence par rapport à sa couche. Puis on a des critères d'élévation. Je ne peux pas mettre une pierre à 1 mètre au-dessus du niveau qui est requis. J'ai une certaine tolérance qui varie selon la couche. Puis il y a des secteurs où on met de la plus grosse pierre, vu l'effet de la vague un peu, puis aussi, bien, autrement dit, la section du quai. C'est sûr qu'au bout du brise-lame, on met de la plus grosse pierre. C'est là, autrement dit, qu'on va absorber le plus de vagues. Sur les côtés ici, c'est de la plus petite pierre, ça reste de la grosse pierre, mais c'est du plus petit calibre, là. Je crois que ça peut bouger un peu, mais ça fait juste se placer. Mais en tant que tel, ça peut pas là, vraiment venir qu'une roche déboule ou quoi que ce soit. Là. Avec les vagues, c'est sûr qu'avec des grosses tempêtes, les roches risquent peut-être de glisser un peu, mais ça ne viendra jamais venir déformer. C'est des roches de 9 tonnes. On ne va pas avoir un quai de pale-planche seul dans la mer. Il faudrait qu'il serait protégé des deux bords. Tu aurais 2 côtés de pale-planche, rempli au milieu. Il y aura un certain coup. De la pierre, mais tu as mal à l'eau, puis ça protège contre les marées pareilles. Là. Il y a une différence. La pale-planche est dispendieuse. La durée de vie d'un quai comme Percé, là, c'est qu'elle va être grande durée de vie. Ce qu'ils nous disent, ce qu'on entend parler, c'est 50 ans. 50 C'est vrai que c'est 50 ans. Ça va-t-il durer 50 ans? On construit des quais en roche. On met des quais flottants à côté parce que la notion de moindre coût est à peu près ce qui domine. Pêche Océan Canada ne semble pas sensible à des arguments comme la multiplicité des usages. Le fait que le quai va servir aux pêcheurs, mais il va aussi servir dans le secteur du tourisme. Il va aussi servir à embellir la communauté. Puis on en arrive à une situation de déstructuration un peu des quais de pêche en Gaspésie. Avec les niveaux marins qui augmentent tout le temps, oui, il y a plus de travaux. Protection des berges. Il y a de l'avenir dans la construction de quai? Je pense que oui. Moi, je pense que oui. Oh, oui. Ça va continuer. Puis pour LFG, c'est un bon marché? C'est un bon marché. Jusqu'à date, c'est un bon marché. Jusqu'à date, on ne s'est pas trompé. Là. On n'a pas eu de désastre en bon français.